Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau format podcast. J'ai choisi ce format audio pour répondre à certaines questions qui n'ont pas besoin d'images mais plutôt d'une écoute approfondie et je trouve qu'il est donc particulièrement adapté. Tu pourras simplement l'écouter dès que tu le souhaites. Aujourd'hui, je vais donc tenter de répondre à cette question: comment stopper le mental lorsqu'il est trop actif ou comment stopper les pensées? Alors j'ai choisi volontairement de mettre ce titre qui est vraiment une question qui amène peut-être des solutions. Comment stopper le mental? On pense vraiment en lisant ce titre qu'il va y avoir des réponses, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir stopper le mental, mais à mon sens, il n'est pas possible de stopper définitivement le mental et les pensées, puisque tout simplement, la fonctionnalité principale du mental est de nous amener des pensées. Donc finalement, c'est contre-productif de vouloir arrêter le mental. Ce qui nous dérange aujourd'hui dans nos vies, quand ce mental est trop actif, c'est qu'on s'en rend compte, puisqu'il devient un élément perturbateur, il devient un élément polluant, parce que ce qui constitue nos pensées principales, eh bien ce sont soit des pensées de souffrance ou alors des pensées négatives, des pensées perturbantes, et ce ne sont pas des pensées positives qui vont nous tirer vers le haut, ce sont souvent des pensées parasites, des pensées qui nous amènent des soucis ou alors des émotions que l'on a du mal à gérer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir que tes pensées t'assaillent dès le réveil, dès que tu ouvres les yeux, ou alors que tu as du mal à les arrêter le soir avant de t'endormir, ou alors que tu as le sentiment de toujours avoir quelqu'un sur ton épaule qui bavarde de façon incessante. Et je pense que dans certaines maladies psychologiques, on va dire, j'aime pas trop ce mot maladie parce qu'en général ça pose une étiquette et pour moi c'est vraiment pas quelque chose de forcément négatif, mais quand je pense par exemple à la dépression ou à des symptômes d'anxiété généralisée, souvent c'est cette problématique-là qu'il y a derrière, ce mental qui est trop actif et qui nous cause la plupart de nos soucis et de nos maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc dans un premier temps, je vais déjà rentrer dans une explication un peu plus approfondie sur les différentes parties de nous-mêmes et ce qui est véritablement le mental et le reste. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors selon ma perception et mes différentes lectures, il y a déjà la partie inconsciente. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est toutes ces données que l'on enregistre depuis notre naissance et qui sont enregistrées dans un espèce de disque dur dans notre cerveau. Et il y a tellement de données à traiter pour le cerveau au quotidien, que la plupart des données sont stockées dans un espace que l'on appelle l'inconscient. Et du coup, ensuite, le cerveau, ressort des parties pour les traiter plus tard, ou par exemple durant le sommeil, etc. Et dans cet inconscient, il y a tout un tas de données que, justement, nous n'avons pas conscience, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas traiter dans le moment présent, donc du coup qui sont stockés, on va dire, en arrière-plan. Et dans l'inconscient, il y a aussi des événements, on va dire, un petit peu plus traumatiques, c'est-à-dire que lorsque nous étions enfants et que nous avons vécu des situations qui étaient un petit peu ingérables émotionnellement parce que nous étions jeunes, notre inconscient les a gardés en mémoire, on va dire, et lorsque nous revivons des situations adultes qui rappellent ces situations d'enfance, notre inconscient va ressortir des émotions et des choses qui sont liées à cet événement d'enfance pour les faire revivre en tant qu'adulte. Et du coup, on ne comprend pas forcément ce qui se passe quand ça nous arrive dessus, ça nous tombe dessus. On se dit pourquoi je réagis comme ça à ces événements ou pourquoi je fais telle chose ou telle chose, pourquoi je ressens ça. Tout simplement parce que notre inconscient a enregistré une façon de fonctionner par le passé. Et tant que nous n'avons pas mis cela en conscience, nous l'ignorons. L'inconscient, c'est aussi des façons de fonctionner. Par exemple, lorsqu'on apprend à conduire, après on conduit un petit peu comme un automate. On ne réfléchit pas forcément aux vitesses que l'on doit passer ou au fait de tirer ou pas sur le frein à main. Ce sont des choses qui se font
mécaniquement parce que notre inconscient a complètement mémorisé tout cela et ça se fait comme un pilote automatique. Il faut savoir que l'inconscient représente à peu près 80% de ce que nous sommes, c'est-à-dire que consciemment, on fait très peu de choses, on fait beaucoup de choses inconsciemment parce que c'est des choses que nous répétons depuis que nous sommes enfants tout simplement. Dans cet inconscient, il y a également une partie que l'on appelle l'ego. L'ego, c'est un terme que l'on entend très souvent, qui est très souvent employé, souvent de manière négative, aussi de manière positive, pour valoriser certains traits de caractère. Et cet ego, on va l'appeler notre personnage. Alors qu'est-ce qu'il représente? Il représente des tas de choses. C'est tout ce que nous sommes, c'est-à-dire notre personnalité à part entière, si nous avons des traits de caractère plus ou moins marqués, si nous avons un avis sur certaines choses, si nous jugeons, si nous polémiquons. L'ego, ce sont aussi toutes nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ce sont nos peurs, ce sont nos angoisses, ce sont nos conditionnements, ce sont nos pensées ou croyances limitantes. L'ego, c'est vraiment notre petit personnage, c'est vraiment notre personnalité à part entière. Le mental, quant à lui, pour moi, c'est tout autre chose. Souvent, lorsqu'on dit mental, on englobe tout. Pour moi, le mental, c'est vraiment la partie logique, le raisonnement, la compréhension, la planification ou encore l'apprentissage. C'est vraiment la partie de notre cerveau qui nous sert à avancer dans la vie parce que c'est cette partie-là, qui est intelligente à mon sens. C'est grâce à elle que l'on va pouvoir trouver des solutions à nos problèmes, pouvoir planifier des choses, pouvoir résoudre des conflits de façon optimale, pouvoir raisonner logiquement. Et c'est ce mental-là, pour moi, qui ne peut pas être éliminé parce qu'il est fondamental à notre survie. Le corps, quant à lui, est étroitement lié avec notre mental, avec notre psyché, qui est entremêlé avec notre ego, avec notre inconscient. Tout est complètement entremêlé et du coup souvent notre corps c'est notre véhicule terrestre on va dire et c'est celui qui va matérialiser les émotions que l'on peut ressentir. Ça va être celui qui va vraiment laisser véhiculer les énergies, qu'elles soient négatives ou positives. Les émotions que nous pouvons ressentir traversent notre corps et c'est par lui que nous avons les ressentis. En général, nous n'avons pas de ressenti d'amour ou de peur au niveau du haut de la tête. Nous avons vraiment ces sentiments émotionnels au niveau soit du plexus solaire, soit du cœur, soit du ventre. C'est vraiment très ciblé. Enfin, la partie extrêmement importante de cette vidéo, ça va être la partie consciente ou alors je vais l'appeler de différentes façons. On peut l'appeler la conscience supérieure, on peut l'appeler la présence, on peut l'appeler l'être ou encore l'âme. On entend de plus en plus ces différents termes. Donc là, c'est vraiment notre partie divine. Quand je dis la présence, c'est vraiment cette partie de nous qui est là, en ce moment, dans l'instant présent. Et cette partie-là est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que l'ego, que notre petit personnage. Notre conscience, c'est vraiment notre espace de paix intérieure. C'est un espace de vide, un espace sans conflit, sans souffrance. C'est un espace beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouvert à l'amour inconditionnel. Le problème, j'ai envie de dire, pour l'être humain d'aujourd'hui, c'est justement de prendre conscience que cet espace existe en lui, qu'il est beaucoup plus vaste que ce petit personnage en souffrance qui est dicté par l'ego, et de prendre conscience aussi que l'ego n'est pas nous. L'ego, ce sont toutes les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et les autres, ou encore la vie, et auxquelles nous croyons. La conscience, ce n'est rien de tout cela. La conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus libérateur. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes souffrent et ne comprennent pas pourquoi. Quand je dis souffre, c'est souvent cette question-là de j'en ai plein la tête, j'ai le mental qui est hyper actif, j'ai des problèmes d'anxiété, d'angoisse, de stress, je ne sais pas pourquoi je ne dors plus,
j'ai plein de problèmes, je ne trouve pas de solution. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, avec l'évolution de notre intelligence et aussi de notre, avec les changements de notre façon de vivre, le développement des technologies, etc., notre construction psychique a changé, a évolué, et en gros, notre ego a pris de plus en plus de place. Il est devenu le maître de tout. Notre mental simple, notre mental logique, il est maintenant au service de l'ego. C'est-à-dire qu'il s'est détourné. Le mental est devenu l'esclave de l'ego et nous sommes à part entière devenus esclaves de notre ego. C'est-à-dire que c'est lui qui dicte notre vie. Alors dans le bouddhisme, l'ego est souvent comparé à une illusion qui est à l'origine de la souffrance humaine, et dans l'hindouisme, l'ego est vraiment un obstacle. C'est un obstacle à abattre. Alors moi, j'aime pas trop penser que l'ego est vraiment quelque chose à abattre, parce que effectivement, dans beaucoup de courants spirituels, on va vers ce chemin-là, c'est-à-dire l'ego est quelque chose à éliminer, alors que je pense que ce n'est pas forcément la bonne route. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, nous allons nous attarder dans un premier temps sur cet ego et cette conscience. Comment faire finalement? Pour voir la différence. Pour expliquer tout cela, je vais tout d'abord te raconter un petit peu mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a parlé d'un livre. Elle m'a dit il y a un bouquin pas mal qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Il est vraiment bien, tu devrais le lire. Et bon, souvent il y a des personnes qui nous conseillent des bouquins et on ne les lit pas forcément parce qu'on se dit ouais, ça nous passe un petit peu par-dessus la tête, on oublie. Et en fait, ce livre-là, je ne l'ai pas oublié. Je suis retombée dessus, on a reparlé. Voilà, il fallait que je m'y mette parce que la vie faisait qu'on m'en reparlait, donc je l'ai acheté ce livre. Et donc ça raconte l'histoire d'un homme. Donc l'auteur raconte son expérience qui est qu'il a souffert une bonne partie de sa vie dès le plus jeune âge. Il était vraiment dans une névrose psychique, un mal-être profond avec des pensées négatives, des envies d'en finir. Vraiment une difficulté à être heureux, une souffrance profonde, vraiment dans le malheur, quelqu'un qui n'était pas heureux du tout. Donc le livre commence comme ça, donc on se dit ah oui mince le pauvre, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc il raconte qu'à un moment donné il souffre tellement qu'il veut mettre fin à ses jours. Et donc au moment de passer à l'acte et de mettre fin à ses jours, la souffrance est à un point tel qu'il se provoque ce qu'on appelle dans le langage spirituel une sorte d'illumination, c'est-à-dire qu'il prend conscience tout d'un coup de ce qu'est l'ego et ce petit personnage souffrant et ce qui est le reste, c'est-à-dire sa part divine, qu'il n'est pas séparé du reste de l'humanité et de tout ce qui l'entoure, qu'il est un tout en fait et représente une partie de ce tout, il n'est pas dissocié des autres, ça c'est une illusion de l'ego encore une fois, et que le bonheur est là, en fait. Il est là à tout instant. Et en fait, pour lui, c'est complètement incroyable et ça va le sauver. Et donc, je lis ce livre. Et en fait, moi, j'ai passé 30 ans de ma vie comme tous les autres êtres humains, c'est-à-dire complètement noyé dans cet ego, ce petit personnage. Et en fait, en lisant ce livre, je me souviens, je l'ai posé sur moi et j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si j'avais passé toutes ces années de vie à côté de mes pompes. C'est-à-dire que finalement, je n'avais pas vécu ma vie, que je l'avais juste laissé tourner comme ça en automate. Et pour moi, c'était un choc total. Je me souviens que j'ai posé le bouquin, j'étais là, mais c'est pas possible. Et on dit que les livres ont une énergie, et je me souviens que j'ai compris pleinement et profondément ce qu'était que la présence quand j'ai ressenti en lisant avec les lignes qui étaient décrites dans ce livre. Je me souviens que j'ai senti mes mains, que j'ai senti de l'énergie passer, que j'ai senti que j'étais là à ce moment-là dans ma chambre et j'ai senti qu'à ce moment-là je comprenais que je n'étais pas ce petit personnage souffrant qu'il y avait en moi. Et c'était waouh en fait. Je me suis dit mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai dévoré le bouquin de A à Z. Il est extrêmement difficile à lire et à comprendre parce que c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant comment il décrit les choses, comment
comment il a tout compris. Et pour moi, c'était pas un mensonge. C'est-à-dire qu'on peut lire des bouquins qui nous parlent pas, où on se dit non mais là l'auteur c'est son délire. Et pour moi là clairement de lire ça c'était une vérité. C'était une vérité absolue. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert en moi. C'était la réponse. C'est-à-dire que je n'avais aucun doute. Il avait raison, c'était sûr. Parce qu'en fin de compte, c'est tellement facile de ressentir cette présence qui est décrite dans le livre, que c'est ça qui m'a fait croire à 100% que c'était la vérité. D'ailleurs, c'est pas fait croire, parce qu'encore une fois, je ne crois pas, je ressens. J'ai ressenti l'énergie qui était diffusée dans ce livre, qui était une énergie de présence, et franchement, ça m'a frappé. Ça m'a frappé de plein fouet, et à partir de cette lecture, il y a eu un changement profond qui s'est opéré en moi dans le sens compréhension. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'étais pas ce petit personnage. J'étais autre chose, quelque chose de plus vaste, et que je pouvais atteindre une autre partie de moi qui était, elle, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus vaste, beaucoup plus pure, saine, et que c'était pas du tout compliqué de l'atteindre finalement. Et ensuite, quand j'ai fini la lecture de ce livre, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer plus de 30 ans de ma vie à ignorer tout ça? C'est-à-dire que pour moi, c'était passer des années et des années dans l'inconscience totale. C'est comme si j'étais enfermée dans un espèce de film qui se joue devant moi de façon automatique et que je n'en suis pas consciente. Donc ça me rendait complètement dingue. Je me disais, mais comment je n'ai pas pu être au courant de ça avant? Et là, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui m'entourent et qui nous entourent au quotidien sont comme ça. C'est-à-dire que l'on passe notre vie parfois entière à ignorer que nous ne sommes pas ce personnage. Il est complètement créé par notre esprit. Et c'est dingue, parce que c'est ce personnage-là qui nous fait passer à côté de notre vie, puisqu'il nous fait pratiquement tout le temps souffrir de quelque chose qui est tellement superficiel que l'on déroule une vie comme ça complète, finalement sans la vivre, comme un robot. Et pour moi, ça a vraiment été le choc, et il m'a fallu vraiment du temps pour digérer tout ça. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire à l'entourage, aux amis, eh bien, on se sent un petit peu en décalage au départ. On se dit, mais mince, si eux, ils ignorent ça, ça veut dire qu'ils sont toujours dans leur petit personnage et qu'ils n'ont pas capté ça. Et moi, si. Et en fait, quand on commence à expliquer les choses ou à vouloir expliquer les choses, mais il faut que tu comprennes en fait que là, si tu souffres de ça, c'est pas grave. Finalement, tu peux lâcher, c'est pas risqué. La personne, voilà, elle comprend pas ou elle discerne pas ce truc-là. Parce que c'est une expérience personnelle. En fait, il y a des personnes qui vont passer leur vie entière à pas comprendre ça. Et il y en a d'autres qui vont le comprendre tout de suite, ou qui vont vivre une expérience qu'on va appeler peut-être éveil de conscience, et qui va les amener à comprendre ça. Mais finalement, il y a peu de gens qui y parviennent, parce que c'est pas leur chemin. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite qu'ils vont comprendre cela. Et moi, je pense qu'à travers cette vidéo, c'est important de parler de ça, parce que pour moi, c'est l'origine, eh bien, de toute notre souffrance. C'est-à-dire que pour se libérer d'un mental trop actif, pour se libérer de pensées qui ne s'arrêtent jamais et de souffrances qui sont liées à ces pensées, il faut commencer par comprendre que nous ne sommes pas cette part d'ego à 100%. C'est une partie de nous, mais ce n'est pas nous. C'est-à-dire que notre ego, notre personnage, ce que nous représentons, nos croyances, nos pensées, notre avis sur un tel, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous jugeons, ce que nous jugeons pas, eh bien ce n'est qu'une partie, et il y a une autre partie beaucoup plus vaste et beaucoup plus pure qui est là, mais que nous ne voyons pas parce qu'elle est masquée par ce personnage qui est vraiment, qui prend toute sa place. C'est-à-dire que, eh bien il a étalé toutes ses racines partout, et on ne voit plus à cause de lui. Il a rempli notre esprit, il a rempli notre corps d'émotions, de symptômes, de douleurs, de choses comme ça qui nous polluent complètement. Et on ne voit pas que dans notre être, il y a un espace sacré, un espace d'amour, un espace de pureté et de bonheur absolu. Et de paix, surtout de paix, de sérénité.
un espace de calme intérieur où nos pensées ne sont plus actives. Elles vont se calmer. Et en fait, c'est vraiment la première étape. Ça aide de se rendre compte de ça. Et c'est extrêmement difficile à faire, comme ça, de but en blanc. Je vous dis oui, tu n'es pas cette personne que tu décris ou que tu penses être. C'est évidemment très complexe à capter. Il faut vraiment expérimenter cela. Et pour ça, je pense que la meilleure solution, parce que évidemment c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné, c'est de méditer. Parce que dans le livre d'Eckhart Tolle, évidemment il parle de la méditation parce que c'est quelque chose qui nous permet de capter cette part de nous, cette part sacrée on va dire. Et pour moi c'est le seul moyen pour toucher à cet espace-là. Le yoga aussi peut aider à capter cet espace-là, mais il faut pas faire du yoga dans le sens je fais du sport. Il faut vraiment être dans son yoga, pleinement présent dans ses postures, les yeux à la limite fermés, complètement connectés à soi-même pour pouvoir capter cet espace-là. Mais c'est pareil, si on n'a pas l'habitude de le faire et si on pratique avec quelqu'un dans un cours, qu'on est pollué par les événements extérieurs, on va pas forcément capter cet espace-là. Donc quand on débute et qu'on n'a jamais touché du doigt, eh bien cette partie de nous qui est complètement sereine et apaisée, je pense que la meilleure façon c'est de se poser, de s'asseoir et de fermer les yeux. Et en fait ce qui va se passer grâce à la méditation, c'est qu'on va arriver au bout de je ne sais pas combien de temps de pratique parce que je ne peux pas le dire, ça va être l'expérience de chacun. Il y a des personnes qui vont méditer 10 ans et qui vont avoir très peu d'effets. Et il y a des personnes qui vont méditer 1 mois ou 2 mois et qui vont déjà ressentir des bienfaits. Ce qui va se passer, c'est que notre ego et notre être, je vais l'appeler comme ça, vont se séparer. Ils vont se séparer légèrement et il va y avoir une certaine distance qui va se créer entre les deux. Et ça va être quelque chose de vraiment très fin, très subtil, imperceptible dans notre conscience, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte finalement qu'il y a un espace qui s'est créé inconsciemment entre mon ego et mon être. Je pense que la vie se déroule comme d'habitude. Et je vais me rendre compte dans la vie de tous les jours que des choses vont changer. C'est-à-dire que je ne vais plus avoir les mêmes réactions face à certaines situations. Je vais, par exemple, une situation qui m'énervait au plus haut point avant va ne plus trop me faire réagir et je vais me dire mais comment ça se fait? Et en fait je m'en rends compte, je le remarque, je me dis ça c'est pas pareil, comment ça se fait? Et je comprends pas en fait, je me dis mais quelque chose a changé mais je ne mets pas de mots dessus et je laisse faire. Et au fur et à mesure des pratiques de méditation comme ça qui peuvent être très courtes, j'ai commencé à méditer 15 minutes par jour et c'est toujours ce que je fais. Je le fais tous les jours, mais 15 minutes ça reste très peu. Mais comme je le fais depuis un certain temps, le travail se fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la méditation qui vont se dérouler, se dénouer, s'apaiser, des espaces qui vont se créer, qui vont être des espaces de calme intérieur. Et en gros, c'est comme un réapprentissage parce que c'est un état que l'on connaissait enfant. Avant 7 ans, notre ego n'est pas formé complètement. Quand on est enfant, on est beaucoup plus dans le moment présent, dans cette conscience apaisée. Et c'est pour cela souvent que les adultes aiment passer du temps avec les enfants parce que il y a cette présence qui est là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un tel décalage parfois entre les adultes et les enfants et qu'on ne les comprend pas parce que nous on est beaucoup dans le passé ou dans le futur à se projeter. Il faut vite faire ça parce que tout à l'heure il va falloir aller se coucher ou il faut que tu te dépêches de faire ça parce qu'après on va à l'école. Et en fait c'est vraiment les couper de leur présence à eux qui est vraiment pure. Quand on est enfant c'est comme ça. Et après 7 ans, l'ego est développé à 100% et c'est souvent à partir de 7 ans d'ailleurs que les enfants commencent à développer des angoisses, des, on va dire, dysfonctionnements psychiques parce que parfois on a du mal à gérer cet ego qui est tout de suite là et tout de suite souffrant parce qu'évidemment il enregistre aussi tous les fonctionnements de nos parents et puis de nos grands-parents. Donc il faut apprendre à gérer tout ça. Et du coup voilà, c'est cette méditation,
cette pratique de méditation qui va vraiment nous apprendre, nous réapprendre à toucher cette part de présence que nous avions enfant. Et moi, personnellement, j'avais un ego extrêmement puissant, extrêmement négatif. La vie est faite pour souffrir. Beaucoup de pensées comme ça, parasites, très négatives, qui tirent vraiment vers le bas. Beaucoup de jugement envers soi-même, beaucoup d'attention sur le regard des autres, sur les jugements que les autres peuvent avoir. C'était vraiment très très puissant. Et avec cette pratique quotidienne, j'ai vraiment, sans forcer, appris à me détacher totalement, par exemple, du regard des autres. J'en ai plus rien à faire, en fait. C'est vraiment incroyable. J'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Je suis telle que je suis, dans le sens où si je sors, par exemple, à moitié mal coiffée ou avec un vieux jogging, ça ne me fera absolument rien de voir quelqu'un me regarder de haut en bas. Parce que j'ai compris en fait que de toute façon le jugement de l'autre c'est aussi son ego. Et que c'est aussi une part de cette personne qui a envie de se nourrir de jugements extérieurs et qui a envie de s'occuper l'esprit à critiquer l'autre. C'est une part de souffrance en elle et ça ne me touche pas. Parce que ce n'est pas cette personne. Elle est autre chose. Ça permet aussi de comprendre le comportement des autres et d'avoir cette compassion envers soi-même et envers l'autre. Et si j'explique tout ça, c'est parce que c'est vraiment l'étape indispensable à mon sens pour arriver à calmer les pensées parasites, les pensées qui assaillent le mental. On ne peut pas y arriver si on se dit simplement tais-toi. Tais-toi esprit, je veux que tu te taises, laisse-moi dormir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que notre ego de base nous a complètement envahi comme un tsunami. Il est beaucoup trop puissant. Et en fait, la méditation, ça va permettre de l'affaiblir, de lui faire perdre sa puissance et de redonner plus de puissance à cette part de nous qui est l'être, l'âme, la pleine conscience, la présence, conscience supérieure. On peut l'appeler de différentes façons. Et la méditation, c'est vraiment quelque chose de précis. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas de la relaxation, par exemple, ou de la sophrologie, qui sont des techniques de relaxation différentes. La méditation, c'est vraiment autre chose. Et dans l'esprit des gens, c'est pas forcément très clair, c'est très à la mode, c'est très présent dans les livres. Mais Christophe André en parle très bien parce qu'il a vraiment compris, à mon sens, ce qu'est la méditation, mais dans un esprit très positif et très sain. Mais j'aime beaucoup, par exemple, les textes de Osho qui était un grand maître spirituel mort aujourd'hui, qui a écrit beaucoup de livres et qui est toujours très très vrai et très très choquant, on va dire, dans sa façon de dire les choses. Il n'hésite pas, en fait, il est très tranché et en fait j'aime beaucoup sa façon de dire les choses. Et il dit de la méditation, c'est devenir conscient des choses dans votre esprit. Quoi qu'il se passe dans votre esprit, vous devez en devenir le témoin, et le témoin doit devenir tellement enraciné que peu à peu, l'esprit disparaît et seulement le témoin est présent. À ce moment, toute possibilité de tension, d'anxiété, d'angoisse disparaissent et vous ne trouverez pas même un conflit. Voilà. Je pense que la méditation, c'est vraiment quelque chose à expérimenter parce qu'on peut toucher à ce que Osho dit, c'est-à-dire cet espace où nous ne sommes plus nos pensées, où nous ne sommes plus nos souffrances ni nos douleurs. Nous sommes ce témoin, cet observateur qui, lui, laisse couler les choses en les observant tout simplement. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais rajouter un point qui me paraît important, c'est que souvent dans les pratiques spirituelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question un peu d'éliminer l'ego, dans le sens le renier, le supprimer, l'oublier. Pour moi, c'est faire fausse route, parce que l'ego, c'est une partie de nous, c'est aussi ce qui est notre personnalité, hein, donc c'est notre socle, on va dire, c'est sur ça qu'on s'est construit, donc c'est un petit peu, on va dire, une pente savonneuse de vouloir l'éliminer, parce qu'en gros,
c'est éliminer ce que nous représentons et ça peut être complètement perturbant. C'est quelque chose qui doit se faire sans forcer et en douceur, c'est-à-dire que les choses qui doivent être apaisées vont s'apaiser d'elles-mêmes. Les choses vont se faire grâce à la présence. S'il y a des souffrances présentes, c'est qu'elles n'ont pas été guéries, elles n'ont pas été apaisées. Si elles se réactivent constamment avec des événements extérieurs, c'est que c'est en souffrance encore et elles ne doivent pas être mises sous le tapis. En gros, renier, je ne veux pas les entendre, je ne veux pas les écouter, l'ego n'existe pas, je ne suis pas mon ego, ce n'est pas ça. Au final, on laisse cette partie de nous en souffrance et on ne va pas en prendre soin. Et pour moi, faire preuve de présence et mettre en lumière certaines blessures, c'est justement les observer, les laisser circuler pleinement. Et dans la méditation, lorsque l'on est assis, lorsque l'on ferme les yeux, lorsque des émotions surgissent et nous assaillent, au lieu de vouloir les repousser et de se dire « ce n'est pas moi », c'est vraiment de les accueillir pleinement en se disant effectivement, souvent il ne faut rien se dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans l'observation pure, laisser tout simplement les choses circuler dans son corps, laisser les émotions nous traverser, les vivre pleinement, c'est-à-dire que si on a une angoisse profonde qui arrive, il faut la laisser passer, parce que tant qu'il y a une résistance à l'intérieur de nous, qu'elle soit mentale ou dans le corps, eh bien elle va se bloquer. Elle va se bloquer quelque part, et on sait aujourd'hui que les émotions bloquées, les choses que l'on ne laisse pas circuler, créent des dysfonctionnements dans le corps, des tensions, des maladies potentielles, et c'est pour cela qu'il faut absolument pas, je pense, renier notre ego, renier nos souffrances, renier nos blocages, renier nos peurs, tout cela doit être accueilli de la façon la plus pure possible. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on va apprendre à accueillir les choses, à les laisser circuler, à comprendre qu'il y a un espace en nous qui existe, un espace calme, un espace d'amour, un espace d'accueil, que notre mental va pouvoir se calmer. Et ça se fait sans forcer, ça se fait naturellement. Et après, une fois qu'on a l'habitude de faire ça, évidemment qu'on a toujours des moments où notre esprit part dans tous les sens, évidemment qu'on a toujours des moments où on a du mal à s'endormir, où on se réveille la nuit parce qu'on fait une insomnie. Mais après, on est capable, plus facilement, de réatteindre cet espace-là en nous. On est capable de pouvoir arrêter notre mental plus facilement. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas partie trop loin dans mes explications. Elles peuvent te paraître un petit peu illogiques, pas très claires. Je t'invite quand même à te pencher par exemple sur la lecture du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, ou alors tu peux aussi lire le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui décrit aussi le mécanisme de l'ego, dans le sens les 4 accords. Ce sont des choses que l'on a très souvent l'habitude de faire avec notre mental, comme par exemple faire des suppositions. On en fait constamment, je pense qu'il a dit ça de moi, ou je pense qu'elle pense ça de moi, etc., etc. Et la majorité de nos pensées sont à l'origine de presque toutes nos souffrances, et la plupart ne servent à rien, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utiles. Ce sont des pensées qui ne sont là que pour nous pourrir la vie, dans le sens si on passe notre temps par exemple à juger les autres ou à penser que un tel a dit ça sur nous, ce sont des pensées complètement parasites, des pensées que l'on peut complètement éliminer de nos vies et qui vont enlever une grosse part de souffrance intérieure. Et donc ce livre des 4 accords Toltec, il y a même maintenant un 5e accord, il décrit vraiment bien ce mécanisme de l'ego. Et du coup, c'est une lecture secondaire que tu peux ajouter à ta bibliothèque. Ce sont vraiment des bouquins très importants pour moi à lire dans une vie parce qu'ils sont vraiment très éclairants. Et il y a des tas d'autres livres qui vont dans le même sens que ces deux-là. Je ne les ai pas tous lus parce que j'ai compris en fait l'idée principale, et souvent quand je lis d'autres bouquins, ça rejoint toujours cette idée-là, qui est qu'effectivement, il y a 2 espaces en nous, cet ego et cet être, qui est beaucoup plus vaste.
Je t'invite également à consulter 2 liens que je vais t'indiquer en barre d'infos sous la vidéo qui sont une méditation guidée pour débutants que j'ai créée il y a quelques mois et une autre vidéo où je t'explique comment et pourquoi méditer. Je vais te mettre également différents liens de vidéos qui répondent aussi à cette question comment calmer un mental trop actif, dont une vidéo d'Eckhart Tolle très intéressante et très parlante. Donc n'hésite pas à cliquer dessus pour la consulter. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié ce format et aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochaines vidéos. J'espère te retrouver très bientôt pour un nouveau podcast, mais en attendant, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Marge au Coton.